Le rituel de la voix silencieuse. Chapitre 1er. Une nuit sans parole. Dans la vallée où la rivière serpentait entre les rochers rouges et les forêts de pins, une nuit particulière avait lieu une fois par an. Les gens l'appelaient la nuit de la voix silencieuse. Cette nuit-là, aucun membre de la tribu n'avait le droit de prononcer un seul mot. Même les chuchotements étaient interdits. Les enfants savaient que s'ils riaient ou criaient accidentellement, les esprits entendraient que les humains avaient oublié leur serment et se détourneraient d'eux. Toute la nuit, seul le tambour du chaman résonnait. Ses battements étaient le cœur du rituel, le souffle du monde. Chaque battement résonnait dans les montagnes, dans la cime des arbres, dans l'eau de la rivière. Les battements reliaient la terre et le ciel, les vivants et les morts, afin que la tribu ne perde pas son chemin au cours de la nouvelle année. Les gens se préparaient à cette nuit depuis longtemps. Pendant 3 jours, ils jeûnaient, ne mangeant que des graines sèches et buvant l'eau d'une source sacrée. Les huttes étaient purifiées avec de la fumée de vermifuge et de genévrier. Les femmes tressaient des couronnes d'herbes séchées, les hommes disposaient des motifs en pierres à l'entrée des habitations, et les enfants ramassèrent des cailloux blancs et les disposaient en cercle dans la clairière. Tout cela était nécessaire pour que, pendant la nuit du silence, rien d'humain ne détourne l'attention des esprits. Préparatifs. Le vieux chaman Nayao savait que plus le silence était pur, plus les esprits entendaient clairement. Il préparait son tambour à l'avance, enduisant sa peau de graisse de bison pour que le son soit profond et régulier. Il plaçait 4 plumes à l'intérieur du tambour, celles d'un aigle, d'un corbeau, d'un faucon et d'une chouette, afin que la voix du tambour connaisse non seulement le jour, mais aussi la nuit. Le soir, la tribu se rassembla autour du feu sacré. Le feu ne brûlait pas. La flamme avait été allumée à l'aide d'une étincelle obtenue avec un silex trouvé sur le site d'une ancienne sépulture. On l'appelait la pierre du souvenir. La fumée du feu s'élevait directement vers le ciel sans tourbillonner, comme si les esprits attendaient là, déjà. Le chaman fit le tour du cercle, leva les mains et frappa 3 fois. Un grondement retentit dans la vallée. À partir de cet instant, le silence s'installa. Silence. Le silence dans le camp était aussi dense que l'eau. Les gens étaient assis devant leurs habitations, certains les mains sur les genoux, d'autres serrant leurs enfants dans leurs bras, mais personne ne faisait le moindre bruit. Même les chiens étaient couchés sans bouger, comme s'ils avaient fait vœu de silence. Le vent s'était calmé, les oiseaux avaient cessé de chanter. Seul le tambour de Nayao battait à un rythme régulier. Boum, boum, boum. Chaque coup n'était pas seulement un son, c'était un pas qui reliait ce monde et le monde des esprits. Tayan, un jeune chasseur, était assis plus près du feu que les autres. Il sentait son cœur s'accorder au rythme du tambour. Il semblait que tout le camp ne respirait plus qu'à l'unisson. Dans l'obscurité, les feux du campement scintillaient et les yeux des gens brillaient d'impatience. Les premiers signes. Une partie de la nuit s'était écoulée. Les étoiles brillaient juste au-dessus de nos têtes, comme si elles s'étaient rapprochées. Le chaman frappait lentement, profondément. Le silence autour de nous devenait de plus en plus dense, et soudain, quelque chose changea. Tajan, à l'écoute des battements du tambour, perçut un autre son, un bruissement étrange. Il crut d'abord que c'était le vent qui soufflait dans les branches, mais il n'y avait pas de vent. Puis il pensa que c'était le bruit de la rivière qui s'était amplifié. Mais la rivière était calme, le bruissement s'intensifia, et Tayan comprit. Ce n'était ni le vent, ni l'eau. C'était une voix. Elle ne formait pas de mots, mais pénétrait son cœur comme si quelqu'un murmurait depuis les profondeurs de la terre. Violation. La voix s'amplifia jusqu'à devenir distincte. Elle parlait dans une langue que Tayan ne connaissait pas, mais le sens lui parvenait directement à l'esprit. « Laissez-moi entrer. Donnez-moi une place dans votre danse. » Le jeune homme sursauta. Il savait que personne ne devait parler cette nuit-là. Mais cette voix n'était pas humaine. C'était la voix d'un esprit étranger qui avait réussi à percer le silence. Et soudain, ce que tout le monde redoutait arriva dans le camp. L'un des garçons, le petit-fils du chasseur, prit peur et poussa un cri. Son cri déchira le silence comme une flèche. Les gens se figèrent. Le chaman frappa plus fort sur son tambour, mais il était trop tard, le vœu avait été rompu. Le réveil. Aussitôt, le feu s'embrasa plus vivement, les flammes s'élevèrent haut et se courbèrent, comme si le vent s'était levé. Mais il n'y avait pas de vent. La fumée tourbillonna en spirale, et une ombre apparut. L'ombre avait la forme d'un homme,
Mais son visage était vide. La même voix continua de résonner dans le vide. « Vous avez rompu le silence. J'ai désormais le droit d'entrer. » Les gens tremblaient, mais restaient silencieux. Il était trop tard pour parler. Seuls leurs yeux suivaient le chaman. Nayao leva le tambour et le frappa, mais le son résonna sourdement, comme si le tambour avait perdu toute sa puissance. La voix de l'ombre se fit à nouveau entendre. « Je veux des mots. Je veux une danse. Je veux que vous m'intégriez dans votre cercle. » Fin de la première nuit. Le silence était désormais différent, inquiétant, tendu. Les flammes du feu dansaient dans l'ombre qui se dressait au centre du cercle. Le chaman continuait à battre son tambour, mais ses mains tremblaient. Les gens savaient, le rituel avait été rompu. Un esprit étranger était entré dans leur monde. Taïan ne pouvait détacher son regard de l'ombre. Il sentait que c'était à lui qu'il revenait d'entendre et de comprendre ce que l'esprit exigeait. Et son cœur se serra à cette pensée. La nuit de la voix silencieuse ne serait plus jamais la même. Chapitre 2. Celui qui demande la bouche. Le feu gardait encore la forme d'une flamme haute et régulière, lorsque l'ombre au centre du cercle fit un premier pas. Un pas sans bruit, et pourtant, chacun sentit le sol trembler légèrement sous ses genoux. Le chaman Nayako ne leva pas les yeux, il changea seulement de rythme. Au lieu de 3 coups réguliers, il donna 2 coups courts et un long, comme si le tambour apprenait à l'air à respirer à nouveau. C'était le rythme de la couture qui renforçait le silence lorsque les enfants ne pouvaient retenir leur rire. Le silence devint visqueux, odorant, imprégné de l'odeur de la sauge, du genévrier, de la résine de sapin et de la graisse de bison provenant de la peau de tambour du chaman. Les ombres des personnes s'allongèrent sur le sable et s'étendirent autour du feu, tels des rubans noirs. Personne ne bougeait. Même le garçon qui avait crié était maintenant assis, les mains sur la bouche, les yeux brillants comme la rosée sur les cailloux blancs autour de la clairière. Une voix fantomatique retentit à nouveau dans le camp, ni d'en haut ni d'en bas, mais comme venant de l'intérieur. « J'ai le droit d'entrer. Faites-moi une place dans votre danse. » Les mots ne frappaient pas. Ils s'écoulèrent comme de l'eau à travers un tamis. Taïan les entendait aussi clairement que si la silhouette les avait prononcés juste à côté de son oreille. Les mots étaient étrangers, mais leur sens était sans équivoque. Ce n'était pas une demande, mais une exigence, renforcée par une violation. Nayao leva les yeux pour la première fois. Les bandes blanches de peinture sur son visage étaient régulières, comme le lit d'une rivière après une année pluvieuse. Il ne pouvait pas répondre à voix haute, le vœu les empêchait tous de parler, mais il pouvait s'expliquer avec son tambour. Il tourna l'instrument de manière à ce que la lune se reflète sur la peau tendue, puis frappa avec les 4 bords de sa paume, coupant la nuit en morceaux. C'était le rythme d'une question. « Qui es-tu? De quelle famille viens-tu? Par quel chemin es-tu arrivé ici ?» La réponse ne fut pas musicale, mais un grincement glacial comme celui d'une racine sèche arrachée par les crues printanières. « Je suis celui dont le nom a été dit et oublié. Je suis la voix qui n'a pas de bouche. » À ces mots, la fumée prit momentanément la forme d'un visage, ni masculin, ni féminin, la peau comme de l'eau, les yeux comme 2 trous vides dans le sable chaud. Le visage trembla et s'effaça, un cercle sans parole. Le chaman fit le tour du feu, lentement, comme on marche vers une source après un long voyage, et sans toucher le sable, traça un cercle intérieur avec son bâton. Un silence assourdissant s'installa, palpable comme une fine paroi de verre. Tous ceux qui étaient assis à proximité sentirent le son du tambour devenir plus profond à l'intérieur du cercle et plus sourd à l'extérieur. Cela signifiait que le rituel de retenue avait commencé. Le monde extérieur, avec ses bruits disparates, était resté derrière le mur. Les charbons incandescents se mirent à crépiter en se fondant les uns dans les autres. Les flammes s'éteignirent, laissant apparaître les os blancs brûlés. Nayao posa 4 bouquets d'herbes au bord du cercle. À l'est, des feuilles de bouleau, à l'ouest, de la sauge, au nord, des branches de sapin et au sud, des tiges de tournesol. Il ne les alluma pas, se contentant de marquer les points cardinaux avec leur odeur afin que les esprits, même étrangers, ne se perdent pas dans le silence. L'ombre fit un 2e pas. Là où elle posa le pied, le sable s'affaissa, comme sous le poids d'une goutte lourde. Une voix parcourut les gens, et chacun y entendit quelque chose qui lui était propre. Certains entendirent le murmure de la voix disparue de leur grand-mère, d'autres le cri lointain d'une grotte d'ours, d'autres encore le grondement de l'eau glacée sous une épaisse croûte. Cette voix n'avait pas un seul timbre. Elle passait d'un timbre à l'autre comme un enfant, passe d'un motif à l'autre sur ses vêtements. Taïan a saisi parmi ses couches une base
une sorte de bourdonnement grave et régulier, semblable au frottement de la terre contre la semelle d'une chaussure. Et avec cela, une question. Où puis-je trouver une bouche? Cette question ne suscitait pas la pitié, mais une nécessité, celle qui surgit face à un tourbillon. Il faut fermer la porte, il faut fermer le couvercle, il faut donner un récipient. Le jeune homme tourna légèrement la tête, juste assez pour ne pas rompre la promesse de son corps, et vit la vieille Aya se tendre sur la natte voisine. Ses épaules décharnées se soulevèrent, ses lèvres tremblèrent, comme si elle était prête à répondre avec la même clarté qu'elle avait mise à parler aux esprits dans sa jeunesse. Taïan tendit la main, dans les airs, sans la toucher, et posa son mouvement sur son épaule. C'était un signe de silence. Les feuilles sont baissées. C'est ainsi que les anciens apprenaient aux plus jeunes à se calmer. Aya ferma les yeux. Ses lèvres blanchirent, et elle rendit le silence à elle-même et à sa famille. Le langage du tambour Nayako banda sa paume avec une sangle de tambour d'une autre manière, de sorte que ce ne soit pas ses doigts qui frappent, mais ses jointures. Le rythme de repoussement commença, court, saccadé, de ceux qui coupent l'air comme un couteau coupe une corde. Il ne chassait pas l'esprit, il montrait la limite à l'intérieur de laquelle les mots étrangers n'étaient pas tolérés. L'ombre se posa sur le bord du cercle. La fumée se dissipa. Des épaules, des avant-bras, des paumes vides apparurent de la spirale enroulée. La voix n'était plus seulement celle de tous, mais une seule, comme si elle avait baissé d'un ton et s'était fatiguée. « Je ne suis pas venu pour voler, je suis venu pour demander. Je suis la voix d'un nom oublié. Donnez-moi une bouche pour chanter ne serait-ce qu'une chanson. » Le battement du tambour devint plus lourd. Il s'y mêla des sons que les gens ne connaissaient pas, mais que leur corps reconnaissait. Le battement des peaux sur le cadre, le frottement des cordes, le souffle rauque de la peau tendue sur le cercle. C'était la langue dans laquelle le chaman interrogeait l'esprit. « Quelle offrande apporteras-tu » La réponse n'était pas une promesse de butin ou de pluie. C'était une image. Les gens virent, certains avec leur œil intérieur, d'autres dans le feu d'encens, un creux asséché où coulait autrefois de l'eau. Au bord du creux gisèrent des pierres, telles des dents silencieuses. Le vent fit passer une voix au-dessus d'elles, et les pierres se mirent à tinter, formant une mélodie qui ressemblait à une vieille berceuse. J'apporterai le chant dans un lieu aride. Je ferai jaillir le son là où il n'y a pas d'eau. La tribu échangea des regards, sans un bruit. C'était beaucoup. Là où l'eau s'était retirée, le son s'éteignait. Là, les mots se décomposaient. L'esprit proposait de rendre sa voix à un lieu qui était resté sans voix. Le nœud du silence. Le chaman sortit de ses cheveux une fine corde tressée à partir de crins de cheval et d'herbes sèches, le fil du silence. Les femmes l'avaient tressé pendant la journée afin de l'utiliser pour attacher la tête des garçons turbulents pendant la nuit. Nayao la déroula et la tendit sur le sable, de l'est à l'ouest, puis du nord au sud. La corde formait une croix. À l'endroit où les fils se croisaient, il ne posa rien, se contentant de frapper une fois, sourdement, comme on frappe sur une coupe vide. Une voix se fit entendre. « Je connais ce nœud. Vous liez le silence au silence, mais j'ai besoin d'une bouche. » En réponse, Nayao repoussa le tambour sur son épaule, posa près de son genou un masque d'argile. Fin, blanc, avec la bouche fermée et des fentes pour les yeux. Ce masque était conservé pendant des années et n'était sorti que pendant la nuit du silence, lorsqu'il fallait transférer les paroles humaines sur l'argile pour qu'elles ne s'échappent pas. Le chaman leva le masque, le montra à l'esprit et secoua la tête. Non. Puis il retourna le masque. Au dos, là où se trouvait la bride d'argile au niveau de la bouche, il traça une ligne avec le bout de son ongle. L'argile ne se fissura pas. Elle avait mémorisé. C'était une allusion. La bouche pouvait être désignée, mais pas ouverte. L'ombre s'accroupit, comme on s'accroupit dans l'eau quand le courant appuie sur les genoux. Pendant un instant, il sembla qu'une faible ombre d'œil vacillait dans les orbites vides. « Permettez-moi un seul coup sur votre tambour, et je partirai au rythme de la musique. » Les veines du cou de Nayao se tendirent comme des cordes. C'était dangereux. Un coup étranger à l'intérieur du tambour, c'était comme percer un tonneau. Non seulement le son y pénétrait, mais aussi le nom. À cet instant, Taïan comprit qu'il percevait dans la voix de l'esprit quelque chose d'authentique, la fatigue. Pas celle du monde, ni celle des hommes, mais celle de sa propre insubstantialité. Une voix sans bouche, sans oreille, sans poitrine, comme un fil solitaire auquel personne ne peut s'accrocher. Le jeune homme posa ses mains sur le sable et commença à respirer. Pas bruyamment, pas profondément,
comme respirent les plumes dans le vent. Il guidait son ombre pour qu'elle ne lève pas les yeux et ne dise rien par habitude. Et dans cette respiration, il comprit, on peut donner à l'esprit une bouche en bois, un souffle, mais pas une bouche humaine. Il leva les yeux vers Nayao. Le vieil homme était également parvenu à la même conclusion, comme le révélait le mouvement à peine perceptible de son petit doigt et la position crispée de son pouce sur le rebord. Le chaman retourna le tambour et le posa sur le côté, la peau vers le feu, le bord vers l'ombre. Cela signifiait « si tu frappes, frappe sur le bord, pas sur la peau. Le bord, c'est l'os, la peau, c'est la bouche. On peut frapper sur l'os, cela résonne, mais cela ne parle pas. » La voix ralentit le ton. Un os, un coup. Pour cela, le chant d'un vallon sec à l'aube. Le chaman acquiesça, non pas avec son visage, mais avec son tambour. Il approche l'instrument du bord de la paroi de verre invisible. L'ombre ne traversa pas la paroi, mais tendit une paume, un morceau de fumée épaisse, au-delà du cercle, et effleura le bord avec le bout d'un ongle. Le son était inconnu. Ce n'était ni un tintement, ni un coup, mais quelque chose entre le craquement de la glace sur un ruisseau et le claquement des dents d'un chien endormi. L'air reposait lourdement sur la peau des gens, comme une peau mouillée. Le feu s'affaissa et projeta une poignée d'étincelles directement dans le ciel, comme des graines d'herbe emportées par la tempête. Et puis plus rien, ni cri, ni rire, ni nom. Seul le son que la nuit avait retenu. L'ombre s'est retirée. À l'aube, près du creux sec où les pierres sont comme des dents silencieuses, je vous donnerai une chanson, mais j'ai encore besoin d'une bouche. Et l'ombre ne disparut pas. Elle resta au bord du cercle, floue comme la brume au-dessus de l'eau. Elle n'exigeait plus rien. Elle était simplement là. Les travaux de la nuit. L'aube était encore loin. Nayako changea de rythme. C'était désormais un rythme de transport, comme lorsqu'on passe une chaîne pour acheminer de l'eau lors d'un incendie. Le tambour transmettait le silence de cœur à cœur. Les hommes se levaient et, sans faire de bruit, changeaient les charbons pour qu'il n'y ait pas d'étincelles. Les femmes tassèrent les torches d'herbe à l'entrée des huttes, cousant le silence des portes. Les enfants, avec des cailloux blancs dans les mains, disposaient de nouveaux cercles autour du feu, petites oreilles pour le rythme. Taïan, sans quitter son ombre, se souvenait des récits des anciens sur les races disparues, ceux dont les langues s'étaient envolées avec le vent, dont les mots étaient restés gravés dans la pierre, mais pas dans la mémoire des vivants. Parfois, leur voix revenait pour rester, pour ne pas partir complètement. On leur donnait un nœud sur l'herbe, une tache sur l'argile, un anneau de fumée, et ils revenaient, promettant en échange le chemin vers la source, le sentier vers le troupeau, une chanson pour endormir la maladie. Il écouta, non pas avec ses oreilles, mais avec sa peau. L'ombre n'était pas hostile. Elle connaissait les labours, les rites, le poids des mots. Mais elle était étrangère. On ne l'appelait pas dans notre cercle. Elle n'était pas intégrée. Elle ne demandait pas le pouvoir. Elle demandait d'être acceptée. Et là, à côté de lui, le garçon remua, celui dont le cri avait déchiré la nuit. Ses yeux brûlaient de honte, le mot « pardon » frémissait sur ses lèvres, et ce mot aurait pu briser tout le tissu social. Taïan pressa sa main contre sa poitrine, inspira et lui transmit le rythme du transfert. Nous transmettons le silence. Le garçon acquiesça et serra sa lèvre inférieure entre ses dents, comme on le fait quand on porte de l'eau dans ses mains et qu'on a peur de la renverser. Signes et visions, lorsque les étoiles se sont déplacées de la largeur d'une paume de femme, le chaman a sorti 4 pierres mémoires de son sac, petites, lisses, transparentes, avec des inclusions blanches comme de la rosée gelée, et les a disposées aux 4 coins du monde. Il ne murmurait pas, il touchait les pierres et son cœur répondait par des battements. Les gens virent ce qu'ils ne voient que dans la nuit silencieuse, les traces des mots qui traversaient le campement. Ces traces se reflétèrent dans l'air sous forme de minces sentiers, certains entrelacés, d'autres nets. Là où la trace s'étirait vers l'ombre, la pierre terniait. Là où elle la contournait, la pierre brillait. Taïan sentit soudain une odeur qui n'était pas dans le camp, celle du fer mouillé et du quartz broyé, comme les pierres d'un lit de rivière asséché après une averse. L'odeur venait de l'intérieur de l'ombre, et avec elle, un éclair, des gens qui couraient, pas leur tribu d'autres, et dans leurs mains, des tambours à cadre, et sur les tambours, la même barre au niveau de la bouche que Nayao avait dessinée sur son masque. Ils dansaient sans un mot. Leur silence était comme une aiguille qui recousait la terre déchirée. Ce peuple disparut. Il ne resta qu'une voix, sans bouche.
Le jeune homme baissa la tête pour ne pas se laisser emporter. Le regard peut imaginer ce qui n'était pas, et dans de telles nuits, chaque supposition devient réalité. Il brûla le spectacle en lui, comme on brûle l'herbe sèche, et il sentit la stabilité du tambour comme une pierre sous l'eau froide. Nayao tenait le cercle. Condition. Il restait 2 grains de sable, avant l'aube, 2 battements du cœur d'une grande étoile blanche qui brillait au-dessus de l'épaule ouest de la montagne. L'ombre s'approcha du bord du cercle et se pencha, comme si elle écoutait d'en bas. Sa voix devint plus claire que jamais, un battement pour une chanson, un autre pour la bouche. Pas une bouche humaine, une bouche d'argile. Laissez-moi casser la barre qui retient le masque, et je ne parlerai plus que par le nez, un souffle, et c'est fini. Le chaman secoua le tambour, non. Puis il le frappa avec le bord intérieur, doute. Il regarda le masque, la rayure laissée par l'ongle et le visage de l'ombre. Cette fois, un contour à peine discernable de bouche s'y attarda, pas ouverte, esquissée. Taïan savait que s'il brisait la traverse, la fente deviendrait un passage où nous pourrions entrer, lui et nous. Et cet endroit resterait là même après le lever du jour. Parfois assez nécessaire quand une chanson sans parole vient à la tribu. Mais maintenant, c'était la nuit, qui maintenait le monde dans le silence. Il ne fallait pas laisser ce trou devenir quelque chose de banal. Le jeune homme pressa sa paume contre le sol et, sans se lever, fit un mouvement souterrain, comme s'il creusait sous sa propre poitrine. C'était un signe. Pas maintenant, mais le moment viendra. Il transmit ce signe à Nayao par des pulsations dans le sable. Le vieil homme comprit et répondit avec son tambour. 2 coups courts, un coup vide, un coup long, à l'aube. L'ombre accepta, s'éleva comme de la vapeur dans le froid et s'immobilisa. Avant l'aube. Lorsque la première lueur incolore apparut derrière les rochers à l'est, le feu s'éteignit comme une vieille bête au bord de l'eau, laissant derrière lui une fumée pâle et inodore. Nayao posa son tambour, colla son oreille contre la peau, comme on pose son cœur contre un autre cœur, et entendit non pas un son, mais un silence qui semblait saturé. Le rituel n'était pas rompu, il avait simplement changé de forme. L'esprit étranger n'avait pas chassé leur silence, il cherchait à s'y glisser. Le chaman se leva et fit signe sans un mot. « Vous deux, suivez-moi. » Taïan et Aya répondirent à son appel. Les autres restèrent assis, la bouche fermée et les yeux ouverts. Le silence se prolongea jusqu'au premier chant d'oiseaux. Les 3 se dirigèrent vers le creux, là où les pierres ressemblaient à des dents silencieuses. Le chemin était court mais long. Chaque fissure dans le sol semblait être une bouche, chaque souche, une main qui tirait le bas d'un manteau. Une ombre les suivait, non pas sur le sol, mais près de leur épaule, comme un compagnon invisible, telle la conscience. Le creux les accueillit avec un silence d'un autre genre, un silence diurne où les lézards et les herbes sèches se taisaient. Les pierres étaient alignées comme des dents. À l'intérieur, il y avait un écho, comme si quelqu'un venait de prononcer un mot et s'était éloigné. Nayao prit des herbes, non pas pour faire du feu, mais pour leur parfum. Il disposa le bouleau à l'est, l'absinthe à l'ouest, l'épicéa au nord et le tournesol au sud. Il laissa le centre dégagé. Il posa son masque sur les pierres, laissa tomber ses cheveux de la corde du silence et s'assit. Il ne prit pas le tambour, s'engageant d'un cœur battant dans la terre de l'aube. Maintenant, c'est à toi. L'ombre se pencha sur le masque. À l'endroit où se trouvait la rayure pendant la nuit, il y avait maintenant une fine fissure blanche, comme un cheveu sur un œuf blanc. La fissure ne s'élargissait pas, elle attendait. Une chanson, dit le fantôme. Pas un son, une impulsion. Et les pierres se mirent à tinter. Pas comme elles tintent, sous les pieds, en jouant une mélodie. Aiguë, grave, 2 moyennes, une pause, grave, aiguë, longue et grave, comme un soupir. C'était le chant de l'eau sèche, le chant des os de moutons rongés par le soleil, des nids vides, des graines craquelées. Et dans ce chant, l'humidité apparut réellement, pas de l'eau, mais la succulence du son. Elle imprégna le creux. Aya se mit à pleurer, sans un bruit, les larmes tombant sur son masque. La fissure s'assombrit. Une ombre s'attarda sur cet endroit, puis s'éloigna. La bouche, pour la dernière nuit des vents. Alors, ouvrez-la. Maintenant, gardez-la fermée. Je serai près de vous dans votre silence. La voix s'appuya sur le bord du creux, glissa doucement et disparut, comme l'ombre d'un nuage s'éloignant du sommet d'une colline. Il ne resta qu'un écho, familier, qui ne semblait pas étranger. Nayako souleva le masque.
La fissure n'avait pas grossi, mais elle était désormais impossible à ignorer. Il entoura le masque d'un fil du silence, 2 fois vers l'est, 2 fois vers l'ouest, puis 1 fois en croix. Il posa le masque sur la paume de Tayana. D'un geste, il lui dit « Protège-le comme le front d'un enfant ». Le jeune homme inclina la tête, sentant le poids, léger comme un œuf d'oiseau et lourd comme une pierre sous laquelle repose l'eau. Retour, ils revinrent au campement alors que le premier oiseau avait déjà poussé son bref chant matinal. Avec ce son, le vœu de silence prit fin. Les gens se mirent à parler à voix basse, d'abord en essayant les mots comme on goûte l'eau avec les lèvres. Sont-ils vivants? Nayako leva la main 1 fois, et le murmure s'éteignit comme un tapis, pour ne revenir que plus tard. Le vieil homme raconta brièvement d'une voix calme que l'esprit avait demandé à parler, qu'il avait reçu un coup sur l'os, et qu'il avait apporté un chant à la cuvette sèche, qu'il avait demandé à ouvrir la bouche du masque lors de la dernière nuit des vents, lorsque la fumée s'envole vers les montagnes et que les graines s'envolent des champs. Il ne dit pas le plus important, qu'il avait remis le masque à Tayan. Non par secret, mais pour éviter que des désirs étrangers ne s'y posent immédiatement. Depuis lors, le jeune homme portait sur sa poitrine non seulement le fil du silence, mais aussi le lourd fardeau d'une fissure. Le garçon qui avait rompu son vœu nocturne s'approcha et toucha le masque du bout des doigts. Pas la fissure, mais le front. Son geste en disait plus long que n'importe quel mot. « Je ramènerai le silence la nuit prochaine. » Tayan hocha la tête et soudain il entendit, loin, très loin, là où le creux desséché se transformait en pente chaude, des pierres résonnaient. Le chant venait vers eux comme une brume bleue qui s'élève des champs au crépuscule. Présage. Le soir, lorsque les gens retrouvaient l'usage de la parole, rire, questions habituelles, mots tremblants après la nuit, mange, va, dors. Tayan était assis près du feu occidental et écoutait le silence entre les voix. Le même murmure sourdait là, familier, accepté. Il savait que le 3e chapitre de cette histoire commencerait avant la dernière nuit des vents, car la bouche, même en argile, ne supporte pas d'être longtemps fermée, elle cherche à respirer. En attendant, une clarté inhabituelle régnait dans le camp après une nuit difficile. Seul le chaman passait longuement, presque imperceptiblement, son doigt sur le bord de son tambour, comme s'il caressait la tête d'un enfant qu'il ne fallait pas nommer avant une certaine heure. Chapitre 3. Le chant du creux sec. Après une nuit de silence, le campement reprit ses activités comme si rien ne s'était passé. Les enfants jouaient à nouveau près de la rivière, les hommes partaient à la chasse, les femmes chantaient de courtes chansons de travail. Mais sous cette agitation habituelle, tout le monde sentait que quelque chose avait changé. Même les chiens regardaient parfois dans le vide, la queue entre les pattes, comme s'ils entendaient un son inaccessible aux humains. Tayan portait toujours sur lui un masque enveloppé dans une peau de bison et noué par un fil de silence. Chaque fois que ses doigts effleuraient de sa surface lisse, il sentait une légère fraîcheur, comme celle de l'eau, dans laquelle se cache la glace. La fissure près de sa bouche était presque invisible, mais il savait qu'elle cachait un appel qui attendait son heure, la fosse aux dents de pierre. Le 3e jour après le rituel, le chaman Nayao conduisit la tribu vers le creux sec dont avait parlé l'esprit. Le chemin était familier, mais il semblait désormais nouveau. L'herbe bruissait plus fort, les oiseaux volaient plus haut, les pierres sur le sentier résonnèrent d'un son creux, comme si des voix s'y étaient installées. Le vallon accueillit les gens dans un silence étrange. Les pierres étaient effectivement disposées comme des dents, en rangées régulières, hautes et lisses. Lorsque le vent soufflait entre elles, il produisait un tintement subtil semblable à la note tremblante d'une flûte. Mais ce tintement était différent. Il avait un rythme, comme si quelqu'un jouait sur les pierres. Les femmes murmurèrent des prières sans parole, en pressant leurs mains contre leurs lèvres. Les hommes s'agenouillèrent. Les enfants se figèrent. Tous attendaient que le chaman parle. Les premières notes, Nayako sortit son tambour et frappa 3 fois, lentement, comme les battements du cœur d'un vieil animal. L'écho résonna entre les rochers, et soudain, toute la vallée se mit à bourdonner. Les rochers se mirent à sonner les uns après les autres, s'accordant au rythme du tambour. Tayan se tenait à côté et sentait les poils de ses bras se hérisser sous l'effet de ce son. La vibration traversait la terre et son corps, comme s'il était lui-même un récipient creux à travers lequel coulait une chanson. Et là, les pierres se mirent à chanter. C'était le chant de l'eau sèche. Il racontait comment la rivière s'était enfouie sous terre, comment les graines dans les fissures attendaient l'humidité.
comment les animaux venaient au lit asséchés et repartaient sans avoir bu. Mais à la fin de la mélodie, on entendait une allusion. L'eau était encore vivante, elle dormait simplement, nom dont on se souvient. Pendant que le chant résonnait, les gens commencèrent à avoir des visions. Certains virent des troupeaux de bisons marchant dans un lit de rivière asséché. D'autres virent des oiseaux tournoyer au-dessus d'un vallon, hésitant à se poser. Les enfants virent la lumière jouer sur les pierres, comme si une rivière de lumière coulait à cet endroit. Mais le plus fort était ailleurs. Des noms inconnus émergèrent de la chanson. Ils résonnaient entre les pierres comme des mots perdus. Les anciens se mirent à pleurer, non par peur, mais par reconnaissance. Ces noms appartenaient à ceux qui avaient vécu avant eux, qui avaient dansé près de ces pierres des centaines d'années auparavant. Leur langue était oubliée depuis longtemps, mais elle revenait maintenant sous forme de sons. « Ce sont les noms de ceux qui n'ont pas eu droit à la parole, » murmura Nayao, bien que les chuchotements fussent encore interdits cette nuit-là. L'esprit les a ramenés. Une voix provenant d'une fissure, Taiyan retira son masque. La fissure près de sa bouche s'illumina d'une douce lueur, et lorsque le chant atteignit son apogée, un son doux s'échappa de la fissure, comme le premier cri d'un bébé. Le masque ne s'ouvrit pas, mais un filet de voix, mince et fragile, s'échappa de la fissure. « Nous sommes les oubliés, » murmura cette voix. « Nous ne voulons qu'une chose, être entendus, ne serait-ce qu'une fois. » Les gens tombèrent à genoux. Même les chasseurs les plus forts ne pouvaient lever la tête. Il n'y avait aucune menace dans ce murmure, seulement une immense mélancolie. Un pas vers l'avenir. Le chaman frappa son tambour, et le chant des pierres changea de ton. Il devint plus doux, comme une berceuse. L'ombre qui était apparue dans le campement pendant la nuit ne se montra pas, mais on sentait son souffle. Le vent se posait sur les épaules comme un voile. Nayao leva son masque et dit « Nous vous entendons. Nous garderons vos noms dans notre silence. » Le masque se tut. Les pierres se calmèrent. La losba redevint silencieuse. Mais tous savaient, désormais, leur chant résonnerait toujours de cette mélodie. Présage. Sur le chemin du retour, Taiyan sentit que le masque était devenu plus lourd. La fissure près de sa bouche n'avait pas disparu, mais s'était légèrement élargie. Il comprit, l'esprit attendait. Il reviendrait. Quand ils sont revenus au campement, les anciens ont dit « c'était une bénédiction ». Mais Taiyan a vu de l'inquiétude dans les yeux du chaman. Il savait que les bénédictions et les épreuves vont toujours de pair. Et pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, Taiyan entendit à nouveau cette même voix. « J'ai été entendu, mais cela ne suffit pas. Je veux une danse. » Le jeune homme serra le masque contre sa poitrine et comprit que le chemin ne faisait que commencer. Chapitre 4. La voix qui réclame la danse. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que la tribu avait entendu le chant de la vallée aride. Les gens essayaient de reprendre leur vie normale, mais chaque souffle faisait résonner cette mélodie. Même lorsque les femmes moulaient le maïs ou que les hommes tendaient leurs cordes d'arc, leurs mouvements étaient empreints d'une étrange rythmicité, comme si les pierres résonnaient encore dans leurs oreilles. Mais c'est Taiyan qui ressentait le plus fortement ces changements. Le masque qu'il portait avait changé. Ce n'était plus simplement un talisman en argile. La fissure près de la bouche s'élargissait, lentement mais sûrement. Lorsque le jeune homme le touchait, il entendait des murmures, comme si de nombreuses voix parlaient en même temps. Certaines demandaient à être commémorées, d'autres réclamèrent du réconfort, d'autres encore voulaient danser. Une nuit, Taiyan se réveilla parce que le masque se mit à vibrer dans ses mains, et en même temps que ce bourdonnement, une voix résonna dans son cœur. « On nous a entendus. Maintenant, fais-nous danser. » Conseil de la tribu. Le lendemain, il se rendit chez le chaman Nayao. Le vieil homme était assis près du feu et frappait le tambour avec ses paumes, comme s'il essayait d'en tirer les derniers sons. « Maître, dit Taiyan, les esprits ne se contentent plus de chants, ils exigent une danse. » Nayao leva les yeux, et on y vit le reflet des flammes. « Je savais que cette heure viendrait, dit-il. D'abord, ils demandent que la parole, puis le souffle, puis le mouvement. Mais si nous les laissons entrer dans notre danse, ils danseront en nous. »« Mais si nous ne les laissons pas entrer, demanda le jeune homme, alors leurs voix briseront le silence encore et encore. Nous perdrons la nuit qui maintient la tribu. Alors leurs voix briseront le silence encore et encore. Nous perdrons la nuit qui protège la tribu. » Le vieil homme appela les anciens. Le soir, tout le conseil se réunit près de la pierre sacrée. Personne ne parlait fort. Tous comprenaient qu'il s'agissait de la frontière entre les hommes et les esprits. Le doyen Théo dit «
Nous ne pouvons pas laisser des étrangers diriger notre cercle, mais nous ne pouvons pas non plus rejeter ceux qui étaient ici avant nous. Aya, une vieille femme, murmura « Si on les tisse avec précaution, comme un fil fin dans un motif, peut-être qu'ils renforceront le tissu. » Tous se tournèrent vers le chaman. Celui-ci frappa une fois sur le tambour. C'était le signe de l'accord. La nuit de la danse. Une nuit spéciale avait été choisie. La lune devait être au zénith et les étoiles formaient un cercle au-dessus de la vallée. Les gens se préparaient comme pour un rituel silencieux. Ils nettoyaient leur maison, tressèrent des couronnes d'herbe et empilaient des pierres en forme de cercle. Mais cette fois-ci, l'inquiétude était plus forte que jamais. À l'heure venue, la tribu sortit dans la clairière. 4 feux brûlaient, la fumée s'élevait et des ombres vacillaient déjà dans ses volutes. La masque était dans les mains de Tayan. La fente près de sa bouche brillait d'une lumière douce. Le chaman frappa 3 fois sur son tambour. Les gens se placèrent de chaque côté. Les hommes à l'est, les femmes à l'ouest, les anciens au nord, les enfants et les jeunes au sud. La danse circulaire habituelle commença. Mais au centre, près de la pierre, se tenait Tayan avec son masque. Et lorsque le rythme atteignit son apogée, la fissure s'ouvrit un peu plus et une voix retentit dans les airs. « Entrez, nous sommes arrivés, dit-il. Nous voulons vous accompagner. » La voix n'appartenait pas à un seul être. Elle était multiple, masculine et féminine, vieille et enfantine. Elle ne résonnait pas dans les oreilles, elle vibrait dans les os. Les gens sursautèrent, mais continuèrent à danser. Puis les feux se mirent à vaciller. Des silhouettes émergèrent de la fumée, d'abord floues, puis plus nettes. C'étaient des silhouettes humaines, mais leurs visages étaient vides, comme des masques. Elles se déplaçaient lentement, essayant de former un cercle. Le chaman changea le rythme du tambour, ajoutant des pauses. Les gens sentirent que leurs pas n'étaient pas les seuls à les porter. D'autres marchaient à leur côté. Les ombres s'immisçaient dans leurs mouvements, comme l'eau s'infiltre dans le sable. L'épreuve du cercle. Au début, cela ressemblait à une bénédiction. Les pas étaient légers, la respiration régulière, les chants plus puissants. Les gens avaient l'impression d'être devenus plus grands qu'ils ne l'étaient en réalité. Mais bientôt, le rythme a commencé à changer. Les ombres accéléraient le cercle. Les pas devenaient plus brusques, les chants plus forts. Nayao frappa le tambour, essayant de garder son équilibre. Mais les esprits continuaient leur œuvre. Ils voulaient que la danse devienne leur voix. Et plus la tribu cédait, plus la fissure sur le masque s'élargissait. Tayan comprit que si cela continuait ainsi, le masque s'ouvrirait complètement et les esprits auraient une véritable bouche. Alors, le silence disparaîtrait à jamais. La décision. Il leva son masque au-dessus de sa tête et cria, pour la première fois depuis plusieurs jours, « Arrêtez !» Un cri déchira le silence. La danse s'interrompit. Les gens s'arrêtèrent. Les ombres s'immobilisèrent. Le masque tremblait dans les mains du jeune homme. « Vous demandez une danse, dit-il aux esprits, mais vous oubliez que la danse n'est pas seulement un mouvement. C'est le silence entre les pas. Si vous voulez être avec nous, apprenez à vous taire, comme nous. » La fissure sur le masque s'éteignit. Les ombres s'arrêtèrent, leurs mouvements ralentirent. À ce moment-là, le tambour du chaman frappa 3 fois, lentement, calmement. La danse reprit, mais elle était différente. Les esprits bougeaient à côté, mais ne rompaient pas le rythme. Ils apprenaient à faire une pause. Fin. Lorsque la nuit prit fin, les feux s'éteignirent d'eux-mêmes. Les ombres se dissipèrent dans la fumée. Le masque était fissuré, mais la fissure ne s'agrandissait plus. Le chaman s'approcha de Tayan et lui dit « Aujourd'hui, tu leur as donné quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Tu leur as appris le silence. Maintenant, ils garderont notre cercle avec nous. » Les gens restèrent longtemps silencieux, puis levèrent les mains vers le ciel. Dans le silence, on n'entendait que le battement du tambour, et quelque part au loin, l'écho de nouveaux pas, prudents et légers. Chapitre 5. Le mot au bord du silence. Une semaine s'était écoulée depuis que les ombres avaient commencé à danser. Depuis lors, beaucoup de choses avaient changé dans la tribu. Les gens écoutaient plus attentivement les pauses dans leurs chants et leurs prières. Même dans le langage courant, d'étranges pauses apparaissaient, comme si chacun vérifiait « N'utilisons-nous pas trop de mots ?» Le masque qui gisait près de Tayan ne craquait plus. Mais maintenant, des sons faibles s'échappaient parfois de ses fissures. Ni cris ni chants, mais des syllabes. Elles étaient petites courtes, comme les premiers balbutiements d'un enfant. Ha, tu, sa.
Chaque syllabe résonnait dans le cœur du jeune homme comme si c'était un nom. Et plus il entendait ces sons, plus il comprenait clairement que les esprits ne voulaient plus être des compagnons silencieux. Ils avaient soif de mots, les signes. Au début, cela s'est manifesté par des détails. Lorsque les femmes allumaient des feux le soir, le feu prenait parfois la forme de lettres. Lorsque les hommes lançaient leur lance sur une cible, le bruit de l'impact ressemblait à une syllabe courte. Même le chant des oiseaux semblait former des phrases dans une langue inconnue. Les anciens soupiraient et secouèrent la tête. Ils veulent parler. Mais le chaman Nayao restait sombre et silencieux. Son tambour résonnait différemment, d'un son sourd, avec de longues pauses. C'était comme s'il essayait de retenir les fils invisibles qui menaient à la parole. Le rêve de Tayana une nuit. Un jeune homme fit un rêve. Il se tenait dans un cercle de danse, mais il n'y avait personne autour de lui, seulement des ombres. Chacune avait une bouche, et toutes murmuraient, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Leurs paroles se transformèrent en un grondement semblable au rugissement du vent dans les montagnes. « Donne-nous une chanson, disait-elle. Donne-nous un nom. » Et dans ce rêve, le masque que Ténia tenait dans ses mains s'ouvrit complètement. Un flot de voix s'en échappa, chacune essayant de lui couper le souffle. Il se réveilla en criant et comprit que le masque était posé sur sa poitrine. La fissure était encore étroite, mais elle tremblait comme si un cœur battait à l'intérieur. Conseil autour du feu. Le lendemain soir, le chaman réunit le conseil. Les anciens, les femmes, les guerriers étaient assis autour du feu sacré, et même les enfants se tenaient debout sur les côtés, car tous savaient que désormais, le choix concernerait chacun d'entre eux. Nayao dit « Les esprits en veulent de plus. Ils ne veulent pas seulement des pas de danse, mais aussi des paroles dans nos chansons. Si nous leur donnons la parole, ils parleront à travers nous. Si nous ne le faisons pas, ils briseront le silence encore et encore. » Le silence était lourd comme une pierre. Aya, une vieille femme, murmura « Peut-être que leur parole deviendra notre talisman. Peut-être qu'elle renforcera le cercle. » Mais Taiho, le guerrier, dit « La parole, c'est le pouvoir. Si nous les laissons parler, ils deviendront les maîtres de notre souffle. » Tous les regards se tournèrent vers Tayan. Il restait silencieux, mais sentait la masque s'échauffer entre ses mains. Tentative de discours. Cette même nuit, la tribu se rassembla à nouveau près de la clairière. Les feux brûlaient régulièrement, les tambours battaient à un rythme régulier. Les gens dansaient, leurs pas formant un cercle. Et à ce moment-là, la fissure sur le masque s'ouvrit plus largement que jamais. Un son s'en échappa, un mot. Il était étrange, mais tout le monde en comprit le sens. Nous sommes là. Les gens sursautèrent. Certains tombèrent à genoux. Les enfants se mirent à pleurer. Les personnes âgées se couvrirent le visage de leurs mains, et les ombres qui se dressaient dans la fumée s'agitèrent, comme si elles avaient pris vie. Elles ne se contentèrent plus de bouger au rythme de la musique, elles remuaient les lèvres, répétant ce mot encore et encore. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. La lutte Nayao frappa le tambour si fort que la peau se tendit comme une corde d'arc. Son rythme tentait d'engloutir les mots, de les noyer dans le silence. Mais les esprits ne se laissèrent pas faire. Chaque « nous sommes là » devenait plus fort. Les feux se mirent à danser. Les flammes se contractaient, puis s'élevaient, comme si elles ne savaient pas où aller. Les gens perdirent tout le rythme. La danse se désagrégea. C'est alors que Tayan leva son masque et le pressa contre sa poitrine. Il ferma les yeux et prononça « Si vous voulez des mots, que ce soit le silence, que votre nom soit une pause. » Un nouveau rythme. Au même instant, le tambour changea de son. Désormais, les coups de Nayao n'étaient plus seulement des sons, mais aussi le silence entre eux. Chaque pause devint longue, comme une inspiration. Les gens comprirent, la pause était le mot. Les ombres s'immobilisèrent, leurs lèvres cessèrent de bouger. Le masque dans les mains de Tayan refroidit. La fissure se rétrécit à nouveau, et la voix s'éteignit. Après le rituel. Lorsque la danse prit fin, la tribu resta longtemps assise autour des feux, sans oser parler. Puis Aya leva la tête et dit « Aujourd'hui, nous avons appris un nouveau mot aux esprits. Ce mot est « silence ». Nayao acquiesça. Tant qu'ils se souviennent que le silence est un langage, le cercle ne sera pas brisé. Mais souvenez-vous, les mots exigent toujours plus. Ils reviendront. Tayan baissa les yeux vers son masque. Il était à nouveau calme, mais une fine lueur brillait dans la fissure. Il comprenait. Les esprits ne s'étaient pas apaisés. Ils avaient pris cette pause pour un mot, mais ils demanderaient bientôt davantage.
Chapitre 6. La dernière pause. L'hiver touchait à sa fin lorsque la tribu se rassembla à nouveau autour du feu sacré. Tout le monde savait que c'était la nuit du dernier silence de l'année. Mais cette fois, les cœurs des gens battaient à tout rompre. Dans la mémoire de chacun résonnaient les mots prononcés par les esprits. « Nous sommes là ». Depuis lors, personne n'était vraiment sûr où se trouvait la frontière entre le silence et la parole, entre les humains et ceux qui venaient de l'inconnu. Tayan portait un masque sous ses vêtements, et plus la nuit approchait, plus celui-ci devenait lourd. On aurait dit que la fente près de sa bouche respirait, comme si un cœur s'y était installé. Parfois, le jeune homme avait l'impression que le masque le regardait de ses yeux invisibles. Avant le rituel, le chaman Nayao parcourait lentement le campement, en tapotant du bout des doigts sur son tambour, sans frapper la peau. Il regardait les enfants, les vieillards, et chaque regard était un avertissement silencieux. Aujourd'hui, nous risquons de tout perdre. Aya apporta de vieilles herbes que sa mère avait conservées, des pétales séchés qui sentaient la fumée et le miel. Elle dit « Si nous ne gardons pas le silence aujourd'hui, ces herbes seront la dernière chose qui nous protégera. » Les guerriers déposèrent de leurs armes au centre du camp, près de la pierre, afin que les esprits sachent que les hommes ne voulaient pas les combattre par la force. Tout était prêt pour l'épreuve. Le début. Lorsque la lune fut à son zénith, la tribu se rassembla dans la clairière. 4 feux s'allumèrent simultanément à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. La fumée s'éleva, mais rapidement tourbillonna et forma une spirale au-dessus de la pierre. Nayao frappa 3 fois sur le tambour. À partir de ce moment, personne n'avait le droit de prononcer un mot. Les gens formèrent un cercle, la danse commença, et tout de suite, ça a été clair. Les esprits étaient là. Leurs ombres se tenaient à côté de chacun, marchant au rythme de la musique. Ils étaient silencieux, mais leur présence était lourde, comme le vent avant un orage. Exigence. Après plusieurs tours, une lumière jaillit de la masque. La fissure s'ouvrit et une voix dit « Nous avons interprété votre pause comme un mot, mais maintenant, nous voulons plus. Nous voulons le silence avec vous. Donnez-nous toute la nuit. » Les gens sursautèrent. Les enfants fermèrent les yeux. Les personnes âgées pressèrent leurs mains contre leurs lèvres. Personne ne rompit le serment. Seul Tayan comprit. Les esprits ne demandaient pas d'entrer dans le pas ou dans les mots, mais dans toute la trame du silence. S'ils obtenaient cela, le cercle changerait à jamais. Le choix. Le chaman frappa le tambour. Le rythme était sourd, comme un cœur qui bat avant de mourir. Son regard croisa celui de Tayan. Son regard était simple. « C'est à toi de décider. » Le jeune homme leva son masque. Il était brûlant, comme s'il avait été tenu au-dessus d'une flamme. Une voix s'en échappait, répétant sans cesse « Donnez-nous la nuit, donnez-nous le silence, nous le garderons avec vous. » Tayan hésita. S'il laissait entrer les esprits, le silence deviendrait général. Mais pourrait-il rester humain s'il était peuplé de voix étrangères, la victime? Et alors, Tayan comprit. Les esprits ne voulaient pas détruire le cercle. Ils voulaient un endroit. Mais si on leur donnait une place parmi tous, les gens perdraient leur tranquillité. C'était donc à lui seul de leur donner cet endroit. Il porta le masque à son visage et le pressa contre lui. Une fissure effleura ses lèvres. À cet instant, une voix pénétra en lui comme un flot d'eau froide. Des centaines de noms se mirent à parler en lui. Des noms oubliés, perdus, anonymes. Mais au lieu de s'échapper, ils s'arrêtèrent. « Je vous accepte, dit-il mentalement, mais le silence restera le nôtre. Si vous voulez vivre dans le silence, vivez en moi. » Le masque devint partie intégrante de son visage. La peau et l'argile ne faisaient plus qu'un. Fin de la danse. Nayako frappa le tambour une dernière fois. Les ombres qui formaient un cercle se dissipèrent. Les feux s'éteignirent sans laisser de fumée. Les gens restaient silencieux, n'osant pas bouger. Puis Tayan retira son masque. Une bande de terre blanche, comme un signe, était dessinée sur ses lèvres. Mais le masque n'avait plus aucune fissure. Il était intact. « Ils sont avec nous, dit-il. Mais maintenant, ils parlent en silence, à travers moi. » Ce furent les seuls mots prononcés avant l'aube, après le lever du jour. Lorsque le soleil se leva, la tribu se rassembla près de la pierre. Personne ne reprocha quoi que ce soit à Tayan. Tous savaient qu'il avait fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire.
Aya posa sa main sur son épaule. « Maintenant, nous ne sommes plus seuls dans le silence. Mais tu n'es pas seul non plus. Tu es devenu le lien entre eux et nous. » Le chaman acquiesça. C'était un sacrifice. Désormais, chaque silence sera plus fort, car il ne contiendra plus seulement nos voix, mais aussi celles qui ont été oubliées. Épilogue. Depuis lors, le rituel de la voix silencieuse a changé. Les gens gardaient toujours le silence. Le chaman battait le tambour, les feux brûlaient aux quatre coins. Mais désormais, dans ce silence, on entendait quelque chose de nouveau. Une respiration profonde qui venait de sous la terre et du passé. Et Taiyan, devenu le gardien du masque, savait que des noms étrangers vivaient en lui. Et tant qu'il gardait le silence, il gardait le silence avec lui. C'était à la fois un fardeau et un don. C'est ainsi que la tribu trouva un nouveau silence, un silence dans lequel on entendait une voix.